Eh bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue, la bienvenue dans ce décryptage, ce nouveau décryptage santé, qui est notre réunion bimensuelle. Tous les 15 jours, nous nous réunissons sur des thématiques santé et des thématiques sociales. Nous avons eu ces dernières semaines Guillaume Rosier qui a organisé, qui a créé le fameux site Covid Tracker, Guy Valencien, chirurgien urologue, spécialiste d'intelligence artificielle. Nous avons eu le juge, le magistrat Charles Prats, qui est venu nous entretenir du sujet passionnant de la fraude aux prestations sociales. Bref, nous avons de très nombreux. Nous avons eu un député allemand qui est venu nous entretenir de la situation sanitaire en Allemagne, un député italien qui est venu nous entretenir de la situation sanitaire dans son beau pays. Bref, de très nombreux intervenants. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Eric Combe, alors que je vais présenter. Et avant de le présenter, je vais vous dire qu'il a publié chez Robert Laffont un livre que je vous conseille, qui s'appelle Urgence sanitaire, et que je vous invite à lire, qui est passionnant et qui tire des leçons, qui raconte ce que nous vivons et qui tire des leçons, bien entendu, d'une situation qui est la situation tellement atypique que vous connaissez. Alors, Eric Combe est professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'Université de la Sorbonne. Il est le chef de service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière. Et je dois dire qu'il y a eu un classement qui a été publié par un grand journal américain cette semaine, classement des hôpitaux mondiaux. Et il y a 2 hôpitaux français qui sont dans les 20 premiers. Le premier hôpital français classé, c'est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est, je crois, 11e mondial. Donc, Eric Combe est dans le top 11 mondial. Pour ma part, je ne travaille que dans l'hôpital Georges Pompidou, qui n'est que 20e mondial, mais je suis quand même très fier d'être dans un hôpital qui est le 20e mondial. En tout cas, pour vous dire que la France a des établissements qui sont mondialement reconnus. Nous avons l'honneur d'y travailler et je pense que c'est un élément qu'on doit avoir en tête. Nous avons été une grande puissance, nous le restons encore par certains points, mais c'est vrai que tout ça peut faire l'objet de débats. Le professeur Combe donc, a été interne des hôpitaux de Paris en 82, chef de clinique en 89. Il s'est spécialisé en dermatologie et dans les maladies infectieuses et tropicales. Il a publié très, très nombreux articles scientifiques et il est membre de sociétés savantes en relation avec les maladies infectieuses. Donc, qui dit maladie infectieuse dit actualité sanitaire. Cher Eric, bienvenue, merci de te joindre à nous. Donc le format de cette émission que l'on trouve en replay dans un certain nombre de sites qui sont très, très vus sur les questions de santé est le suivant. Nous avons beaucoup de spectateurs qui sont à la fois, pour certains, du monde médical, d'autres non, et qui sont intéressés par ces questions médicales. L'idée serait que tu puisses, si tu veux faire un propos introductif, évidemment, l'actualité est extrêmement riche, d'une dizaine de minutes si tu le souhaites. Et puis ensuite, nous laisserons librement les uns et les autres te poser et puis éventuellement me poser des questions. Et nous essaierons de répondre aux interrogations extrêmement nombreuses. Nous avons reçu beaucoup, beaucoup de questions. Évidemment, l'actualité est là pour justifier tout cela. Eric, merci infiniment d'avoir accepté de venir. Merci également d'avoir accepté de changer la date. Et à vous tous, pardon de l'annulation il y a 3 jours. Mais c'était dans un moment un peu compliqué dans nos hôpitaux et nous avons dû ajourner. Et aujourd'hui, finalement, c'est aussi bien puisque nous savons à quelle sauce nous sommes désormais mangés et nous allons pouvoir commenter avec quelques éléments un peu précis. Eric, merci infiniment d'avoir accepté et à toi la parole pour une dizaine de minutes si tu le souhaites. Bonsoir Philippe, merci pour cette très sympathique introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Je trouve que tu me fais un grand honneur de m'exprimer devant vous tous. On est à 1 an du confinement, enfin du premier confinement, à plus d'1 an du début de l'épidémie. Il y a des points extrêmement positifs. La découverte du virus très rapide, l'identification d'un vaccin, la mise à disposition de vaccins en même pas, enfin un peu plus d'1 an, même pas 1 an, allez disons 1 an,
environ après la découverte du virus, des choses absolument incroyables. Il y a, voilà, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, évidemment. On parle beaucoup. Alors, il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas très bien par où commencer à dire vrai. Je pense que, bon, en plus avec le confinement, là, cette semaine, elle a quand même été particulièrement chargée. On a eu le confinement, on a le problème de l'AstraZeneca, il y a le problème des variants avec lesquels on commence à appréhender depuis. Clairement, les variants ont modifié la donne. Honnêtement, je pense que pour moi, il y a l'époque avant l'apparition des variants et l'époque après l'apparition des variants. Et quand on a pris conscience de l'apparition des variants et de leurs répercussions, l'épidémie est vue autrement. C'est-à-dire que avec un seul virus, finalement, on pensait qu'on pouvait s'en sortir très rapidement, surtout avec les vaccins qui arrivaient derrière. Avec l'arrivée de variants, la donne est changée. Alors, on parle beaucoup du variant britannique en ce moment. C'est vrai que c'est un problème parce qu'il est plus contagieux et probablement plus grave, même certainement plus grave. Donc, il mène plus de gens en réanimation. Il a certainement accéléré la dynamique épidémique. Après, c'est un variant qu'on acquiert comme les autres, hein, par voie respiratoire. Et si les mesures barrières étaient respectées correctement, ainsi que toutes les mesures de distanciation sociale, je vais pas revenir dessus, on n'aurait pas de problème avec ce variant britannique, pas plus qu'avec le variant sauvage. D'autant plus que ces deux variants sont contrôlés par l'immunité naturelle et par l'immunité post-vaccinale. Ce qui pose beaucoup plus de problèmes, c'est qu'à partir du moment où on laisse circuler un variant, à partir du moment où on laisse circuler le virus, on laisse l'opportunité aux variants d'apparaître. Des variants, il y en a sans arrêt. Il y en a eu des milliers depuis le début de l'épidémie. Il y en aura encore des milliers demain. Donc, il faut s'attendre à tout en matière de variants. Et ce qui pose problème pour moi et pour d'autres, c'est les variants qui vont contourner l'immunité naturelle et l'immunité post-vaccinale, qui sont les deux choses qui nous permettraient de contrôler l'épidémie, parce qu'une fois que c'est la fameuse immunité de troupeau, hein, qu'on fixe à 60-70% pour le Covid. Mais après, on sait qu'on peut se réinfecter, on sait qu'il y a des variants qui nous réinfecteront, pas tous, mais certains d'entre eux nous réinfecteront, probablement dans des formes beaucoup moins sévères, et on finira par acquérir une immunité collective. Voilà. Après, quand on me demande un peu mes boussoles, si je peux dire, on parle beaucoup de la science. Je vous avoue que bien que je sois un scientifique, j'ai des soucis avec la science. Qui demandent du temps et qui ne souffrent pas de rapidité, si vous voulez. Donc ça me pose un problème. Et puis en plus, en matière d'infection émergente, la science, elle s'écrit au fur et à mesure que l'épidémie avance. Et même si on parle beaucoup des modélisations, en fait, l'histoire s'écrit au jour le jour. Donc le risque qu'on dise quelque chose un jour et qu'il soit faux le lendemain est quand même très important. C'est un risque qu'on doit prendre, Philippe ou moi d'ailleurs, quand on s'exprime dans les médias, même si moi j'ai tendance à mettre un peu en retrait. Donc voilà, il y a ces problèmes de variants ont beaucoup modifié la donne. Je crois que c'est des choses importantes à dire. Après, on va arriver à l'immunité collective, qu'elle soit par voie naturelle ou par voie vaccinale. Et cette immunité permettra à ce coronavirus de rejoindre les quatre autres. Je me fie beaucoup à l'histoire, je me réfère beaucoup au bon sens, j'espère en avoir un peu, mais surtout à l'histoire en fait. Et actuellement, je regarde beaucoup ce qui a été l'histoire du dernier coronavirus arrivé parmi nous. Vous savez qu'on vit avec 4 coronavirus en permanence depuis des siècles. Ce sont des coronavirus qui infectent les enfants principalement. Une fois arrivés à l'âge adulte, ils sont immunisés et c'est rare qu'on fasse des infections graves à coronavirus à l'âge adulte, même si c'est vrai. Je parle des autres coronavirus, hein, des 4 autres avec lesquels nous vivons depuis des décennies. Et là, on en a un autre qui arrive et qui va s'installer parmi les autres. Je n'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Même dans les pays zéro Covid, ça finira probablement par arriver, à moins qu'ils ferment leurs frontières éternellement, donc qu'ils appliquent des quarantaines très strictes.
Donc, ce virus, ce Covid va rejoindre les 4 autres. Simplement, ça va prendre un peu de temps. Et la référence historique, c'est à la référence dite de la grippe russe, et je finirai là-dessus. La grippe russe est arrivée en 1890. 1890, c'est le 4e coronavirus arrivé parmi nous. En fait, ce n'était pas une grippe, c'était un coronavirus. C'est l'OC43. Et ce coronavirus s'est installé parmi nous. On vit avec lui maintenant en bonne intelligence, sans qu'il crée de gros dégâts. Et je pense que ce Covid va finir comme celui-là. Simplement, ça va prendre un tout petit peu de temps et les vaccins permettront de réduire cette durée de plusieurs années à quelques années. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On va pouvoir discuter, on en a pour 1h15 ensemble, et les uns et les autres, vous allez pouvoir poser vos questions. Je peux peut-être lancer le débat en disant, au fond, en te posant la question, c'est l'immunité, donc 70% de la population, voilà, mondiale, bien entendu, puisque à moins que les frontières soient fermées, ce qui est évidemment impossible et pas souhaitable, mondiale, on peut imaginer, compte tenu à la fois des flux de fabrication, à la fois des flux de distribution et des capacités de vaccination, tu vois ça à quelle échéance? C'est vraiment la question à laquelle j'ai de moins envie de répondre. J'espère que les vaccins, si on prend la référence de l'OC43, le 4e coronavirus, la grippe russe 1890, à l'époque, il n'y avait pas de mesure de confinement, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas d'antibiotiques. Évidemment, on était beaucoup moins nombreux, il y avait 1,5 milliard d'habitants. Et cet OC43, il a procédé par plusieurs vagues successives qui revenaient environ tous les 3 mois. Il y a eu, qui durait 3 mois et qui revenait tous les 3 à 6 mois. Il y en a eu 5 à 7 vagues successives, ça a duré 5 ans en moyenne. Voilà. Et bon, voilà, c'est ma référence historique. Voilà. Après, je peux me tromper. Hein. On n'est pas du tout dans la science, on est dans l'histoire. Après, je pense que l'histoire se répète, et ça, il y a des gens qui l'ont dit 10 siècles avant Jésus-Christ. Donc, je pense que c'est relativement solide, et même Churchill le disait. Donc, voilà. Et je pense que le vaccin va complètement modifier la donne, hein, les vaccins, parce qu'il va y en avoir plusieurs, et je pense que ça se raccourcira à 2 ou 3 ans. Voilà, j'ose pas le dire. Non, mais bien sûr. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand on donne des ordres comme ça, d'abord, par définition, on n'est pas là pour prévoir l'avenir. Comme l'a dit Eric, il y a des éléments qu'on ne connaît pas. La science n'est pas l'omniscience, et c'est surtout pas la capacité à prévoir l'avenir. Je me souviens d'un travail qui avait été, je crois, publié dans le New England, un travail de modélisation à l'automne dernier, qui disait qu'au fond, compte tenu de l'histoire en particulier, alors c'est sans trop de chances de se tromper d'ailleurs, parce que l'écart était très grand, les auteurs disaient au fond, il faut s'attendre à 1 à 11 vagues, 11 vagues, une 11 vagues successives avant la diminution ou comment ça, la cantonisation du virus sous une forme chronique, et donc qui ne bouleverse plus l'organisation de la société. Donc effectivement, on est dans des schémas de ce genre, avec évidemment avec l'année 2021 qui est l'année des variants. On avait beaucoup de questions sur le variant breton. Alors, c'est pas celui que je connais le mieux, c'est pas celui qui m'inquiète le plus, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors, c'est pas non plus celui qu'on connaît le mieux. Hein. Le problème ça fait sympa, breton. Ouais, en plus, il s'appelle Vince Lagnon, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce qui le rend un peu particulier, c'est qu'on a du mal à le détecter dans le nasopharynx. Voilà. Mais on détecte très bien dans les poumons, et notamment dans les crachats. Donc, ça va orienter vers un autre mode de dépistage. On peut aussi le dépister dans les selles. Donc, en fait, c'est pas la PCR qui ne dépiste pas, c'est juste le site qui n'est pas approprié. Absolument. Après, on en est au début, hein, donc nul ne sait ce qu'il sera demain. Vous avez peut-être entendu les uns et les autres sur les ondes que les autorités sanitaires françaises ont autorisé la mise sur le marché de tests qui sont des tests
à faire à la maison, les home tests, qui sont des tests que l'on fait chez soi, en fait, et qui permettent de se tester avec, et d'avoir un résultat rapide. C'est aussi ça l'avantage. Alors, et je parle sous le contrôle d'Eric, ces tests sont un peu moins précis que la référence qui est le test PCR fait en laboratoire, avec quelques faux négatifs plus nombreux, mais plusieurs travaux montrent que plus vous le faites souvent, plus vous faites un test souvent, même si ce test est moins performant, plus au fond vous attrapez de malades. Et donc, il est intéressant d'avoir des tests même moins performants si vous avez la capacité de les faire souvent. Et ainsi, en Grande-Bretagne, depuis le 1er février, tous les enseignants du primaire, du secondaire ont à leur disposition 2 tests par semaine qu'ils font à domicile, qui leur sont donnés par les autorités sanitaires. Et depuis le lundi 1er, enfin, il y a le premier lundi du mois de mars, c'était maintenant il y a 15 jours, hein, c'est ça, tous les collégiens, tous les lycéens d'Angleterre ont 2 tests à faire chez eux avant d'aller à l'école. Et donc, il est probable que l'obtention de ces outils, qui sont des outils qui vont permettre d'entrer dans une routine de gestion par les citoyens eux-mêmes, est à la fois un outil politique au sens grec du terme, c'est-à-dire que les gens se prennent aussi en charge eux-mêmes, et peut-être de lutte efficace contre l'infection. On va avoir un sujet quand même, c'est que comme nous sommes très en retard sur la validation administrative de ces tests, les Allemands le vendent en pharmacie depuis maintenant plusieurs semaines, les Anglais aussi. Les Américains, il y a 18 ou 22 tests, je crois, en vente aux États-Unis. Moi, ce qui me revient des autorités sanitaires, un peu en off, c'est que certes, c'est désormais autorisé en France, mais du coup, les stocks, il n'y en a plus puisque tout le monde a acheté tout. Et il y a un problème de stock mondial. En tant que maire de ma commune, moi, j'ai souhaité il y a 15 jours en acheter pour les distribuer aux élèves et aux enseignants. Et il y a 15 jours, c'était encore l'arrêté du 12 juillet qui prévalait. Et l'arrêté du 12 juillet interdisait la vente et l'achat de tests, d'autotests. Et donc, je ne pouvais pas en acquérir. Aujourd'hui, je peux, mais il n'y en a plus sur le marché. Alors, on a des questions. Je passe la parole à Caroline Baudouin. Alors, si vous voulez prendre la parole, soit vous envoyez un petit message, soit vous levez la main, il y a une petite main jaune. Donc, Madame Baudouin, Caroline Baudouin, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous Oui, voulez vous prendre la parole? m'entendez? Une question à Eric. Oui. Alors, je compte sur vous tous. La règle, c'est la suivante. La question, c'est une question, ce n'est pas une déclaration de politique générale. Et donc, je vous donne 60 secondes. Au bout de 60 secondes, je vous demande de clore, parce que sinon, voilà, allez-y. Il faut que je sois de ma diarrhée verbale alors. Donc moi, je m'interroge un peu sur le fait, sur les vaccins justement. Enfin, pourquoi on s'acharne à vouloir absolument trouver du vaccin? J'ai l'impression pour ce que j'en sais, je ne suis pas médecin, mais on a abandonné beaucoup de recherches sur d'autres maladies. On est sur le vaccin, et pas sur un traitement. Et je me dis pourquoi pas attaquer les 2 axes et pourquoi pas trouver quelque chose. Moi, j'ai eu la scarlatine. Il y a 60 ans, on en mourait. Moi, j'ai pris de l'amoxicilline, puis on n'en parle plus. Alors, je ne dis pas que c'est aussi simple, mais pourquoi s'acharner uniquement sur le vaccin? C'est ça qui me dérange un petit peu, parce qu'avec les variants et tout ça, ça sera peut-être comme le vaccin de la grippe. Un coup, il est valable à 80%, un coup à 60%, un coup à peut-être, je ne sais pas, mais là ça m'angoisse un peu. Je me dis, est-ce qu'avec un bon traitement, bim, est-ce qu'il n'y aurait pas pourquoi on n'attaque pas les 2 axes en fait? C'est ça qui me chagrine. J'ai dû faire un peu plus de 60. Oui, c'est une très bonne question que vous posez là. Une maladie infectieuse, ça peut se contrôler par le vaccin, mais aussi par les traitements. Et à titre individuel, c'est même ce qu'il y a de plus important. Et même il peut y avoir des bénéfices collectifs en matière de prévention. Malheureusement, c'est un virus. En matière de virus, en fait, vous ne le savez pas parce que le grand public a un peu tendance à confondre bactéries, virus, parasites, champignons. Mais en matière de virus, en dehors de l'infection de VIH, du sida, pour lequel on a pléthore de traitements, mais pour les autres maladies virales, on n'a quasiment pas de traitement, hein. On a des traitements pour la grippe, mais qui ne fonctionnent pas très bien. On a des traitements pour l'herpès et le zona qui permettent de sauver des vies, mais qui ne permettent pas d'éviter les récidives. Donc, voilà, la recherche de médicaments dans le domaine de la virologie déjà est compliquée. Ensuite, très souvent, il faut associer des médicaments pour éviter l'émergence de résistance, comme ça a été montré avec l'infection VIH. Donc là aussi, ça freine. Et puis,
Puis, bon, il y a quand même quelques traitements qui sont un peu en train d'apparaître, hein. On a entendu parler des anticorps monoclonaux, on a entendu parler de l'interféron. Il y a un médicament antiviral beaucoup plus spécifique qui s'appelle le molnupiravir. Je ne suis plus tout à fait, enfin, j'écorche le nom, mais peu importe, il y en a un qui arrive et qui va passer dans des phases avec plus de patients, donc qui est prometteur, qui est efficace, qui apparaît même très efficace. Donc, on va contrôler ça, je pense, assez rapidement. J'ai des questions. Alors, Michel Alain Picos, vous êtes là ou pas? Vous avez une très longue question, soit je la lis, soit vous la dites. Michel Alain Picos. Vous n'êtes pas là. Allô, allô? Oui, alors allez-y, allez-y. Oui, bonsoir à tous. J'ai une question pour vous, messieurs les professeurs, aussi bien Eric Combe que Philippe Juvin. J'ai la fille d'un ami qui fait ses études à l'ESSEC, qui est sur le campus de Singapour actuellement. Pour partir, d'abord, elle a dû prendre son billet d'avion qui comprenait à la fois 15 jours de séjour à l'hôtel, la nourriture, etc. Et donc, c'était une obligation, autrement, elle ne rentrait pas dans le pays. Et quand elle est arrivée sur place, on lui a dit, voilà, on vous désigne le car va à l'hôtel, vous êtes confiné pendant 15 jours à l'hôtel, et puis ils livrent leur repas à travers Internet, et c'est des robots qui leur livrent. Alors, on n'est peut-être pas jusqu'à là, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre copie un peu sur l'Asie, qui aujourd'hui n'a quasiment plus de cas de Covid, et c'est quand même 5 millions d'habitants, Singapour, hein. Alors, Eric, le miracle asiatique. Ouais, bah, oui, ça m'a beaucoup intéressé, hein. D'ailleurs, j'y consacre plusieurs, plusieurs pages, des dizaines de pages dans mon livre, parce que bien évidemment, je dis même que c'était l'exemple à suivre. Donc, je ne pouvais pas être plus clair que ça. Après, avec le recul, 6 mois plus tard, en fait, je pense que nous n'en aurions pas été capables. Je suis devenu hyper pragmatique. Bien évidemment, l'option zéro Covid, ça aurait été l'idéal. Vous avez cité Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, la Corée du Sud, voilà, le Vietnam. Bon, les pays option zéro Covid. D'abord, combien de temps ils vont rester zéro Covid? Vous savez, il suffit qu'il y ait un relâchement dans la quarantaine aux frontières. Vous avez très bien expliqué les choses. Si on fait très bien tester, tracer, isoler, on contrôle bien l'épidémie. Mais ça demande énormément de moyens humains qu'on n'a jamais mis. Puis surtout, il faut être très strict au niveau de l'isolement. Et je ne vois pas très bien comment on pourrait imposer un isolement très strict dans notre pays sur le plan, mais là c'est de la politique générale. Après, si vous faites ça et vous le faites bien, ben, il faut fermer, pas les frontières, mais il faut les contrôler. Et contrôler les frontières, ben, c'est exactement ce qui se passe à Singapour, hein. Mais aussi en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est une quarantaine de 15 jours à l'arrivée. Et puis c'est comme ça, et vous n'y coupez pas. J'ai des très bons amis néo-zélandais avec lesquels je converse régulièrement. Ils ne peuvent pas sortir, même de leur pays. C'est-à-dire, ils sortent de leur pays, ils veulent rentrer, ils sont 15 jours en quarantaine. Et ça va avoir des conséquences que les gens, auxquelles les gens ne pensent pas du tout, mais en matière de tourisme, enfin, ça va avoir des conséquences très importantes. Il y aura les pays Covid-free et il y aura les pays Covid circulants. Et il n'y aura pas d'alternative entre les deux. Soit vous êtes Covid-free, soit vous êtes Covid circulant. En sachant que, voilà, je ne sais pas combien de temps cette situation… Mais dans le même temps, je pense qu'il faudrait évidemment faire de la vaccination de masse. Ah oui, mais il faut avoir les vaccins. Voilà, c'est tout. Moi, je veux bien parler de ça, mais je veux dire, si on n'a pas les vaccins, voilà, on peut passer notre temps à parler pour… D'accord, merci. Merci. Il y a des questions qui me concernent. Il se trouve dans la ville de la Garenne-Colombes, j'ai fait tester les écoles primaires en eau usée depuis maintenant 1 mois et demi, une fois par semaine. Ça coûte très cher et c'est à la charge de la commune. J'ai 5 écoles, 5 groupes scolaires et je ne peux tester que 2 des 5 parce que en fait, les tuyaux d'assainissement de seulement 2 écoles sont individualisés, donc on sait d'où ça vient, les autres non. Donc on le teste dans les 2 et pendant 3 semaines, on n'a pas eu de traces. Et puis il y a eu l'apparition de traces dans une des 2 écoles il y a 1 semaine, ce qui nous a permis donc avec l'Agence régionale de santé de tester la totalité des enfants et des adultes de l'école. Très grosse opération qui a mis 2 jours. Ce sont des tests PCR qu'on envoie au laboratoire, enfin, tests prélèvement salivaire. Et nous avons, à l'issue de cette campagne de tests de 48 heures, trouvé un enfant positif ainsi qu'un enseignant,
ce qui fait que la classe a été fermée, etc., et des mesures ont été prises. Donc c'est extrêmement lourd. Je parle sous le contrôle d'Éric, mais j'ai lu plusieurs papiers qui montraient que ça a une efficacité, les eaux usées, si c'est fait d'abord d'une manière extrêmement rigoureuse, et si on a derrière la capacité, évidemment, à aller chercher ensuite, individu par individu, ce qu'on a fait. Et dans ce cas-là, on peut espérer avoir 7 à 15 jours d'avance sur l'apparition d'une maladie. À la Garenne, Eric, moi j'ai été le premier maire de France à tester systématiquement les EHPAD avant tout cas. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a un an, la jurisprudence sanitaire, c'était d'attendre un premier cas. Moi, je trouvais que c'était absurde, puisque quand il y a un premier cas positif, c'est que déjà le truc circule. Donc, on avait testé toute une EHPAD, les deux EHPAD, et à l'époque, on avait, alors qu'il y avait 0 cas symptomatique, j'avais déjà 25% des aides-soignantes qui étaient positives, et on avait regroupé les positifs ensemble, les négatifs ensemble, etc. etc. Donc, moi, je crois beaucoup à ça, mais c'est un peu comme le tracé isolé dont tu parlais. Ça nécessite des moyens absolument considérables. Et notre collègue Delfrécy avait demandé, il y a un an, je me souviens, enfin un peu moins, il y a 11 mois, préparant le déconfinement, il avait dit il nous faudrait, je crois, 30 000 personnes pour faire du tracé isolé, aller au chevet des patients, poser des questions. Et évidemment, cette grande masse de manœuvres, nous n'avons jamais eu. Et quand vous avez 20 000 nouveaux cas tous les jours, vous ne pouvez plus, de toute façon, vous êtes au-delà de la capacité de tester, isoler et tracer. Il y a une question, Eric, concernant le docteur Velin, qui est médecin à la Garenne, et qui dit, mais au fond, est-ce que la technique de l'ARN messager va nous servir dans d'autres pathologies, en particulier les cancers ou d'autres maladies? La technique de l'ARN messager, c'est une technique vraiment intéressante. D'ailleurs, je pense que si le vaccin s'est développé si vite, c'est justement qu'ils avaient cette technique toute prête, qu'ils avaient déjà envisagée pour d'autres maladies infectieuses et dans d'autres domaines que l'infectiologie, notamment la cancérologie. C'est très prometteur et c'est pour ça que ça a avancé très rapidement. Il y avait aussi une stimulation intellectuelle majeure, quoi. Ça a contribué à faire de ce vaccin celui qui est arrivé en première position par rapport aux autres, je pense. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une autre question sur passeport vaccinal et passeport immunitaire. Alors, passeport vaccinal, c'est une très bonne question, hein, d'autant plus que ça renvoie au Covid-free, les pays Covid-, les pays Covid circulants pour les grands voyageurs, et puis même pour nous, l'accès au cinéma, théâtre, etc. Moi, je suis assez réservé là-dessus pour 2 raisons. D'abord, il n'y a aucune raison de faire un distinguo entre les patients vaccinés et les patients qui auront attrapé la maladie. Or, pour l'instant, il y a beaucoup plus de patients qui ont attrapé la maladie que de personnes qui sont vaccinées, hein. Il y a probablement pas loin de 20 millions de personnes en France qui ont déjà attrapé la maladie, hein, notamment chez les jeunes. Donc l'immunité collective, elle est en marche de toute façon, qu'on le veuille ou non. Et je pense que c'est d'ailleurs en partie pas mal là-dessus que comptent les autorités politiques, et elles ont raison. Je pense que dans ces cas-là, il faut introduire la notion de passeport immunitaire pour englober le vaccin, mais aussi le fait d'avoir eu une infection naturelle, d'ailleurs dont l'efficacité peut ensuite être renforcée par le vaccin. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'il y a des variants qui vont émerger, puisque un des risques majeurs de laisser circuler le virus, c'est l'émergence de variants, et ces variants vont contourner l'immunité conférée par les vaccins et conférée par l'immunité naturelle. C'est tout à fait envisageable. Je pense que ça sera moins grave de toute façon, et qu'on finira par s'immuniser naturellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça va arriver. Donc, du coup, le passeport immunitaire ou le passeport vaccinal, il a quand même un petit trou dans la raquette. Oui, alors la Commission européenne est en train de travailler sur ce qu'elle appelle des corridors sanitaires touristiques, justement pour aider les gens à choisir leur lieu de vacances moins dangereux, entre guillemets. Et évidemment, il est très clair qu'il y aura probablement un document, alors, appelons passeport immunitaire ou passeport sanitaire d'ailleurs, parce qu'il y a la question des tests aussi. On peut imaginer avec un passeport sanitaire avoir un test négatif, etc., etc., même si rien n'est certain à 100%. La France, c'est le premier pays du monde touristique. Comme vous le savez, le tourisme est une économie fondamentale pour notre pays. Donc, si nous loupons, nous, Français, ces corridors sanitaires touristiques, vous savez, quand une industrie disparaît, elle ne revient pas très, très difficilement. Les exemples sont multiples
dans le monde. Hein. Regardez par exemple la difficulté que nous avons à construire aujourd'hui des centrales nucléaires, alors qu'il y a 40 ans, on en construisait 6 ou 7 par an. À partir du moment où vous n'avez plus la technique, et c'est pareil pour l'industrie touristique, eh bien, c'est très difficile de reconstruire. Et si en 2-3 ans prochains, on s'aperçoit que la France n'est plus une destination touristique pour ces raisons-là, là aussi, on le paiera extrêmement cher. Alors, il y a 4 questions, 4 mains levées. D'abord, Xavier Dagras, pour 1 minute. Monsieur Dagras. Oui, bonsoir. Excusez-moi, merci messieurs déjà de la clarté de votre présentation. Une question très simple. L'origine de ce virus est-il réellement une mutation animale ou est-ce que lorsque, comme on voit certaines études, il y a eu manipulation de l'homme? Merci de votre réponse. Tu veux la prendre celle-là, Philippe? Bah, écoutez, moi je ne suis pas spécialiste, mais je vous renvoie à une publication dans le journal du CNRS, non, INSERM ou du CNRS, début octobre, le 4 octobre, je crois, avec un édito d'un de tes collègues virologues qui établit les hypothèses. Ouais. Pour résumer les choses, il faut absolument qu'on trouve l'hôte intermédiaire, c'est-à-dire le fameux pangolin qui a disparu de la circulation, puisqu'on sait que ce n'est pas un pangolin, quoi. Le vison aurait été une excellente piste, je trouve. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le vison, si ça n'a pas été creusé un peu plus ou pas, mais il faut trouver le réservoir animal, parce que sinon la question que vous posez, on n'y répondra jamais de manière rigoureuse et satisfaisante. Voilà. Le doute restera. Il y a des hypothèses. Qu'est-ce que tu penses sur des hypothèses de sortie de laboratoire comme la fièvre de Marburg ou certains épisodes grippaux? Honnêtement, moi, je ne suis pas assez compétent dans ce domaine très pointu de la virologie pour te faire une réponse correcte. Je sais juste que si on ne trouve pas l'hôte intermédiaire, pangolin, vison ou autre animal à poil, ça va jeter la suspicion sur une fuite accidentelle, évidemment. Question de... Alors, j'ai iPhone Cabourg. Donc, quelqu'un qui vient de Cabourg, j'imagine. Est-ce que Cabourg est en ligne? Non, elle a disparu. Alors, j'ai une question de Siam Kilani. Bonsoir. Bonsoir. Docteur. Bonsoir, messieurs. Docteur, comment cela se fait-il qu'il y a des personnes sur qui le Covid va avoir des effets et sur d'autres non? Et pour ceux où il n'y a pas d'effet, pourquoi ne pas chercher justement l'immunité qu'ils ont et avec leur accord, faire comme pour faire un don de plaquettes, par exemple, prendre leur anticorps oui, c'est... Et transférer... Alors bon, naïf. Non, c'est pas. Non, pas du tout. C'est très intéressant. C'est pas naïf du tout. Au contraire, c'est une super bonne question. Et bon, en fait, la réponse est très simple. Nous sommes tous différents sur le plan génétique. C'est aussi simple que ça. Donc certains d'entre nous font des formes graves et d'autres d'entre nous, à âge égal, hein, là j'entends, ne feront rien du tout. C'est aussi simple que ça et c'est connu pour tous les agents infectieux. Si vous prenez une bactérie comme le méningocoque, par exemple, 10% de la population française l'héberge dans ses voies aériennes de façon naturelle et en permanence. Et par contre, si jamais vous attrapez une septicémie à méningocoque, un purpura fulminans, la mortalité est de 20%. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre les porteurs sains et les personnes qui en meurent quand ils rencontrent? C'est notre génétique, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est très bien étudié, enfin, c'est de mieux en mieux étudié, hein, cette sensibilité aux maladies infectieuses selon le patrimoine génétique par les équipes de l'hôpital Cochin, à l'Institut Imagine, que Philippe connaît mieux que moi parce que c'est dans son université et pas dans la mienne. Mais moi, je regarde ça avec énormément de jalousie parce que je trouve qu'ils font du travail exceptionnel dans la recherche sur la sensibilité aux maladies infectieuses, mais qui est quelque chose de connu. Même le sexe, vous avez vu, les hommes sont plus faibles que les femmes. Bon, les femmes qui nous écoutent le savent, sans démagogie, mais certains hommes aussi, je pense. Mais bon, voilà, c'est la vérité, quoi. Les hommes sont plus fragiles vis-à-vis des maladies infectieuses que les femmes. On ne peut pas leur donner quelque chose pour les aider? Alors après, il y a l'utilisation des sérums, Eric, tu sais. Alors oui, l'utilisation des sérums, oui, c'est là-dessus qu'il fallait rebondir, effectivement.
Alors, l'utilisation des sérums, honnêtement, c'est un faux débat, je pense. Hein. Les anticorps, l'administration d'anticorps par les sérums, par exemple, c'est efficace en prévention. C'est pas efficace en curatif. Sauf si vous le faites pendant la durée d'incubation de la maladie, mais là, pour ça, il faut avoir une maladie infectieuse de durée d'incubation très longue, comme la rage, par exemple. Le type même, c'est la rage. Mais sinon, pour contrôler la maladie, il faut que vous ayez les anticorps présents le jour où vous attrapez le virus, ou au moins dans les 24 à 48 heures qui suivent, quoi. Il faut être très rapide. Merci. Oui, cet aspect génétique est fondamental dans toutes les maladies. Il y a des gens qui développent des maladies du cœur, des maladies des reins, parce qu'ils ont une sensibilité génétique. Et c'est pour nous, les médecins, une source d'espérance de progrès considérable, ne serait-ce que dans l'identification d'individus qui pourraient être particulièrement à risque. On peut se mettre à rêver à un monde où on aurait une capacité, quand vous arrivez aux urgences, quand vous arrivez dans un service avec des symptômes, qu'on puisse, à travers la définition de votre personnalité, y compris génétique, avoir des orientations à la fois d'efficacité du diagnostic, mais aussi d'efficacité du traitement. Et vous savez peut-être que dans certaines maladies cancéreuses, d'ores et déjà, on vous administre des médicaments en fonction d'analyse, pour le coup, des caractéristiques des cellules de votre cancer. Et entre deux personnes, certains vont avoir un cancer du poumon et deux personnes vont avoir un cancer du poumon a priori identique. Et bien la caractéristique des cellules est telle que les médicaments qu'on va vous administrer seront différentes. Je passe la parole. J'ai une question de Philippe Taugourdeau. Philippe. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui. Bonjour, messieurs. Il y a, autour de tout ça, merci pour ces précisions scientifiques. Ce qui me dérange beaucoup actuellement dans notre pays, c'est la diversité des avis, une cacophonie qui est extrêmement anxiogène. Il y a ceux qui s'en fichent, qui pensent qu'ils ne risquent rien. Il y a ceux qui ne veulent pas le vaccin, il y a ceux qui le veulent, qui ont du mal à l'avoir. Et puis, il y a 1000 avis qui s'émettent, et il y a même des avis qui s'expriment par une nudité sur une scène. La nudité, j'ai été médecin, j'ai connu, et je tire un grand chapeau à toutes les équipes soignantes, médecins, infirmières, aides-soignants, qui, dans l'ombre maintenant, parce qu'on en parle moins, ne désarment pas. Et il y a quelque chose que j'ai connu, que les médecins parmi nous ont connu, qui est terrible, c'est quand on s'est attaché à un malade, on s'est acharné, on s'est attaché, et puis un jour on ne peut plus rien faire, et on rend le corps nu, on enlève les tubes, les fils, le reste, et il s'en va. Eh bien, nos équipes, je tire mon chapeau, parce qu'ils vivent ça tous les jours, et depuis des mois. Et ça, c'est au-delà des salaires, au-delà de tout, et il y a une conscience extraordinaire, et je dis vraiment, c'est extraordinaire, et ça, on n'en parle pas, parce qu'on oublie quand même que bientôt, on est à 100 000 morts, c'est-à-dire à peu près un A330 qui se crache tous les jours. S'il y en a qu'un, on va en parler 6 mois, là on en a un par jour, et il y a des gens qui minimisent, etc. Alors, il y a beaucoup de silence, je trouve, beaucoup de silences qui ne sont pas dits, de sujets qui ne sont pas abordés, beaucoup de gens parlent, et merci pour aujourd'hui pour votre approche objective. Et moi, j'ai juste une question toute simple, un truc dont on ne parle pas, et ce n'est pas égoïstement, parce que j'ai eu le Covid, Dieu merci, asymptomatique ou presque. Eh bien, on ne parle pas des gens qui ont eu la maladie, qui sont protégés, comme vaccinés. On ne les assimile pas, 4 millions de personnes qui sont déjà a priori vaccinées, et même bien avec une immunité cellulaire en plus. On n'en parle pas. On a peur de faire un passeport parce que ça ne va pas être équitable. On a peur de... Il y a quelque chose qui me paraît beaucoup plus très grave actuellement, c'est dans la communication. Merci beaucoup. Eric, tu as un peu répondu à la question de Oui, j'ai répondu un peu à la question avant, hein, en parlant du passeport immunitaire et du passeport vaccinal, et en disant que s'il devait y avoir un passeport, ça devait être un passeport immunitaire qui prenne en compte l'immunité naturelle. Mais là, il y a un vrai silence et un vrai non-dit. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Personne ne parle de l'immunité naturelle, comme si ça gênait tout le monde. Alors c'est vrai que ça gêne tout le monde. Ça gêne les épidémiologistes parce que dans leur modélisation, ils ne savent pas
comment prendre en compte la variable de l'immunité naturelle. Et donc, ils disent qu'ils la prennent en compte, mais quand on essaie de comprendre comment ils la prennent en compte, on voit que c'est difficile pour eux. De toute façon, c'est très difficile à faire parce que ça dépend énormément des endroits du pays, hein, puisque l'épidémie a été très, très hétérogène. Donc, effectivement, c'est un vrai silence, c'est un vrai non-dit, entretenu par les médecins, les épidémiologistes, entretenu aussi par les politiques, parce que quelque part, je suis désolé, hein, quelque part, ils ne vont pas dire bah oui, on vous laisse vous contaminer, on vous laisse vous contaminer, hein, et puis comme ça, ça va aller plus vite, on va plus vite contrôler les choses, ça ira plus vite que le vaccin. Et parce qu'en fait, c'est la vérité, et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, je ne dis pas que c'est un choix délibéré, évidemment, mais ce n'est pas un mauvais calcul du tout, en tout cas. Voilà. Bien sûr. Et quant à la diversité des avis, honnêtement, je trouve que quand même, la plupart des gens raisonnables ont des avis assez partagés. Oui, je suis d'accord. L'hétérogénéité, elle est quand même aux extrêmes, hein, mais je trouve que globalement. Alors, j'ai 4 questions là qui viennent de tomber. Donc, je vous appelle par le nom que je vois s'afficher, hein. Donc, vous faites des questions vraiment courtes, hein, 1 minute. REF, RE2FE, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Allez-y. Bonsoir, messieurs les professeurs. Voilà, moi je suis infirmière libérale et j'ai eu ma deuxième injection de Pfizer le 4 mars. Je voulais savoir si j'ai de grandes chances d'être protégée. Peut-être pas des variants, mais au moins d'avoir une petite chance de passer à côté. C'est évident, hein, on peut répondre très rapidement et vous rassurer très vite, hein. Voilà, c'est un peu inquiète. Le AstraZeneca, on sait qu'il peut être contourné, enfin, que par exemple le variant sud-africain, ça va moins bien marcher, le variant brésilien aussi. Par contre, pour le Pfizer, on n'a pas encore de données. Donc, moi en tout cas, je n'ai pas vu passer de choses. Peut-être que Philippe a vu passer des choses. Mais de toute façon, je pense que ça vous ferait des formes pas graves, quoi, si jamais vous l'attrapez. D'accord, ouais, parce que j'ai passé 50 ans, j'ai une maladie auto-immune et il y a beaucoup de clusters. Je suis de Nice. Alors, après, En écarlate. le problème des maladies auto-immunes, c'est que vous pouvez être amené à avoir des traitements spécifiques pour ces maladies auto-immunes, et ces traitements peuvent rendre les vaccins peu efficaces ou inefficaces. Et ça, pour l'instant, on ne contrôle pas du tout, hein. On a quand même assisté à un phénomène assez particulier, que les vaccins ont avant tout été distribués dans des populations où ils n'avaient pas été évalués au départ, hein. Alors, depuis, on a les Israéliens qui ont très largement vacciné, et donc on a des idées beaucoup plus précises. Mais quand on a débuté, le vaccin, par exemple, n'avait quasiment pas été utilisé chez les personnes de plus de 80 ans, jamais utilisé chez les immunodéprimés, comme les transplantés, ou les personnes qui ont des maladies inflammatoires. Donc, par exemple, pour les transplantés, on est en train de se rendre compte que le vaccin est inefficace. Hein, c'est aussi simple que ça. Pour les personnes âgées, par contre, c'était un bon pari, parce que le vaccin s'avère efficace. Et puis ensuite, on ne connaît pas la durée d'immunité vaccinale, qui sera peut-être de 1 an, on ne sait pas. Donc, voilà où on en est. L'histoire s'écrit devant nous. Question de T. Segar, S-E-G-A-R-D. Monsieur ou madame Segar, 1 minute, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Question rapide actuellement, question vaccination en France. À ma dernière connaissance, les personnes qui étaient habilitées à vacciner étaient des personnes appartenant vraiment au corps médical à proprement parler, c'est-à-dire pas de pharmaciens, pas d'aides-soignants ou pas d'autres personnes. Alors, dans le cadre du fait de vouloir accélérer la vaccination en France, actuellement, quelles sont les personnes qui seront habilitées à vacciner? Parce qu'on est tous autour de la table à dire la même chose. C'est quand même le système de vaccination qui, à un moment donné, va permettre de faire en sorte que cette épidémie se freine. Mais je n'ai pas l'impression qu'actuellement, les pharmaciens ou les médecins de ville soient habilités à pouvoir faire cette vaccination. Alors pour l'instant, ça y est, les pharmaciens peuvent commencer à le faire, hein, simplement, il y a eu des soubresauts vaccinaux, comme vous avez pu voir, et puis là aussi, il y a quand même un silence et un non-dit qui est en fait, on gère une pénurie vaccinale.
Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on ne crée pas d'immenses vaccinodromes qui serait logique, je pense, de faire, notamment rattachés à chaque commune, aux mairies, etc. Je pense qu'on ne les crée pas parce que ça, voilà, en fait, on n'a pas de vaccin, quoi. Et puis avec le AstraZeneca, ça va encore compliquer les choses. Absolument, c'est tout à fait ça. Vacciner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les 36 000 communes de France, c'est ce qu'il faudrait faire, mais pour ça, il faut des vaccins. Bernard Luciani. Et ensuite, Françoise Laura Lebeau. Bernard Luciani. Bernard, vous n'êtes plus là. Donc, je passe la parole à Françoise Laura Lebeau et ensuite à Catherine Anne de Bloch. Oui, bonsoir. Voilà. Alors, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Monsieur Luciani, allez-y. J'ai une question sur les vaccins, ça ne vous étonnera pas. Et je ne comprends pas cette frontière qu'on met à 75 ans. Bon, moi, j'ai plus de 75 ans. J'ai enfin trouvé, depuis 2 mois, j'ai enfin trouvé un créneau à Paris cet après-midi. Je me suis fait vacciner cet après-midi. Mais je ne comprends pas ce créneau. C'est-à-dire qu'on dit qu'après 75 ans, il faut vacciner ARN et avant 75 ans, il faut vacciner AstraZeneca. Je ne vois pas pourquoi on ne vaccine pas AstraZeneca après 75 ans. Je voudrais avoir votre avis. Eric, vas-y. Ouais, vous avez raison sur le fond, mais là encore, en fait, ces vaccins, ils n'ont quasiment pas été évalués. Le Pfizer, il n'a pas été évalué chez les gens de plus de 75 ans. Et le AstraZeneca, sauf erreur de ma part, il y avait très peu de personnes qui étaient au-delà de cet âge-là. Donc là encore, ça fait partie d'une population qui n'avait pas été très bien évaluée au départ. Bon, maintenant, on a plus de données avec les Israéliens, mais bon, les données, elles arrivent en ce moment. Donc, c'est difficile de s'adapter toujours hein, en cas d'infection émergente. Et puis surtout, là encore, c'est une gestion de la pénurie, je pense. Je crois que le papier initial de l'AstraZeneca, c'était une publication qui montrait qu'il y avait pendant le papier, il y avait 13% des gens de plus de 65 ans. C'est-à-dire quasiment pas de gens âgés, enfin âgés, 65 ans, c'est pas âgé. Et c'est d'ailleurs pour ça que le président de la République a à un moment lâché, et ça a été rapporté par la presse, ça ne marche pas, entre guillemets, chez les patients âgés. En réalité, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que ça n'avait pas été validé chez les personnes âgées. Et depuis, les Anglais, les grands Bretons, en Écosse, il y a une grande série de plusieurs centaines de milliers de patients qui a montré que c'était efficace. Ce sont des gens pragmatiques. Mais le vrai sujet, c'est toujours ça, c'est la pénurie. Alors, Françoise Laura Lebeau, puis Catherine Anne de Bloch. Françoise. Bonsoir, et merci pour la... Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, merci pour la qualité de vos interventions. Ma question, c'est pourquoi les licences des vaccins ne sont-elles pas vendues à d'autres laboratoires comme Sanofi ou Pasteur pour produire plus de vaccins dans le monde, notamment en France? Et pourquoi ce raté de Pasteur? Oui. Je ne suis pas sûr que je sois la personne la plus adaptée pour une question comme ça, mais c'est une excellente question. Je me pose à dire vrai la même, hein, et je ne sais pas y répondre. Philippe, tu as certainement plus de choses à dire sur ce sujet que moi, non? D'abord, Pasteur n'est pas raté. Ils ont pris une direction de recherche qui n'a échoué. Et donc, il faut bien comprendre qu'un des avantages, entre guillemets, de cette course au vaccin, c'est qu'il y a une soixantaine de vaccins qui sont actuellement en cours de développement. Et donc, ce foisonnement des chances, multiplie nos chances, ce foisonnement multiplie nos chances d'avoir des vaccins, premièrement. Deuxièmement, sur la question des licences, moi, vous savez que je suis un de ceux qui, depuis maintenant 3 mois, dit que, compte tenu de la pénurie, il faut faire feu de tout bois. Et une des manières de faire feu de tout bois, c'est que le pays, que ce soit la France ou l'Union, aille voir M. Moderna ou Mme Pfizer, achète les licences et les fasse fabriquer par des industriels sur son territoire, sachant qu'il faut bien comprendre qu'il va falloir probablement revacciner de toute façon la population. On ne va pas vacciner les gens une fois et puis au revoir et madame, c'est terminé. Alors tout ça coûte très cher, mais je vais vous donner un petit exemple, c'est que les Israéliens ont payé très cher le vaccin qu'ils ont injecté, beaucoup plus cher que nous, mais il y a un travail dans le British Medical Journal, qui est une grande revue scientifique très sérieuse anglaise, qui a montré qui a dit, ils n'ont pas montré, ils ont dit que le surcoût qu'on avait payé, que les Israéliens avaient payé pour le vaccin, équivalait en fait à 2 jours de confinement. Donc la question financière n'est pas une question financière. Je pense que c'est une incapacité des pouvoirs publics en général à raisonner en dehors des clous. Je crois beaucoup à ça.
Puis vous savez, il y a un sujet, c'est quand vous êtes dans une crise, vous êtes la tête dans le guidon, c'est très difficile de prendre la hauteur et de se dire comment pourrais-je faire différemment. C'est très humain. Donc voilà, moi j'ai mis ça sur la table. C'est loin d'être difficile, c'est loin d'être facile, pardon. On m'avait répondu qu'il fallait 5-6 mois pour monter une usine et qu'elle puisse fonctionner. Bah, ça fait 3 mois que je fais la proposition, donc 5-6 mois, on y est presque. Et comme de toute façon, il faudra qu'on en revaccine dans un mois, peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans, et que le monde entier en aura besoin. Donc, je continue à dire dans l'espace public qu'il faut acheter les licences. En revanche, je ne crois pas du tout à l'hypothèse qui consisterait à rendre les licences, entre guillemets, un bien public. Ça signifie qu'on pourrait les nationaliser pour rien, parce que si vous faites ça, eh bien, le jour où vous aurez besoin d'avoir un vaccin ARN messager adapté à un nouveau variant, eh bien, les chercheurs vous diront, puisque vous ne rémunérez pas notre travail, peut-être que vous n'aurez pas le vaccin adapté. Catherine Anne de Bloch, puis Laurence Ferrand. Bonsoir, messieurs les professeurs. Félicitations pour votre 11e et 20e rang mondial. C'est absolument extraordinaire. Et merci, professeur Juvin, pour le vaccinodrome à la Garenne. Donc, je voulais quand même en parler parce que nous sommes fiers à notre commune d'avoir un vaccinodrome et j'espère qu'il sera bientôt ouvert à toutes les classes d'âge. Et d'ailleurs, il y a un vaccin belge qui arrive, donc on a de l'espoir. Voilà. Ma question, en fait, elle est liée au titre de cette conf call de ce soir, c'est-à-dire quel est l'état sanitaire du pays. Alors, moi, j'essaye, de par ma formation d'économiste, de prendre un peu de recul et je suis assez étonnée que depuis 1 an, il n'y ait pas des politiques qui aient été mises en place. Par exemple, on sait que certains profils de personnes sont beaucoup plus fragiles pour des formes graves à la Covid-19. Pourquoi, par exemple, on n'a pas lancé une campagne générale de perte de poids avec un réel accompagnement? Bon, je sais que Boris Johnson, il a commencé à donner l'exemple déjà en Angleterre. Pourquoi est-ce que voilà, on n'arrive pas à travailler sur les causes? Moi, je fais beaucoup de Six Sigma dans mon métier. J'ai l'impression qu'on gère les conséquences. Et depuis 1 an, on n'a pas essayé de travailler sur les causes. Je comprends qu'il y a la génétique, mais il y a certainement également certaines pathologies qu'on peut essayer de réduire sur le moyen et le long terme. Voilà ma question. Merci. Eric? Oui, c'est une très bonne question. Bon, elle recoupe plusieurs éléments, hein, parce que on peut discuter de l'état sanitaire du pays. Mais bon, il faut quand même que vous soyez tous conscients, même si on a été bien classés, 11e et 20e, il y a des grandes disparités, et puis ce n'est pas le niveau qui était le niveau de la santé en France il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, les Français produisaient des vaccins partout dans le monde et étaient des leaders dans le domaine de la vaccinologie. Sanofi, Aventis, Pasteur, Mérieux, enfin bon, des grands noms de la vaccinologie qui ont complètement disparu ou à peu près disparu, quoi. Donc, qui ont disparu en matière de production de vaccins actuellement au cours de la crise Covid. Hein, je précise parce que quand même, ils continuent de travailler, de faire des choses. Après, l'histoire du poids, excellente remarque également. En fait, il y a 2 épidémies qui se confrontent, hein, et notamment, alors en France, c'est pas encore trop, bon, c'est un problème, mais c'est rien par rapport aux États-Unis, hein, où là, c'est un problème incroyable, quoi. C'est 2 épidémies qui se confrontent, l'épidémie de Covid, l'épidémie d'obésité. Effectivement, cette épidémie de Covid, elle touche les faibles, elle touche les fragiles, elle touche les personnes âgées, elle touche les personnes qui ont des comorbidités et elle touche les obèses, voilà. Et puis après, elle touche les personnes qui génétiquement sont susceptibles pour des raisons X, Y ou Z. Voilà, le problème, c'est en fait les choix, quoi. C'est aussi simple que ça. Et en fait, notre système de santé ne peut pas répondre à la demande parce qu'il n'y a pas assez de... C'est pas qu'il n'y a pas assez de lits d'ailleurs, en fait, hein, ou d'hôpitaux, parce qu'en fait, on pourrait les réarmer. C'est tout simplement qu'il n'y a pas assez de personnel médical, d'infirmières, d'aides-soignants, enfin, Philippe en parlait aussi bien que moi, et il y a un vrai problème de ce côté-là en France, quoi. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire en amont? Par exemple, en Allemagne, les enfants, l'après-midi, font à l'école de 8h du matin à 4h. Les enfants font 3 à 4 heures de sport par jour. Bah oui, je sais, il y a une espèce de prise de conscience que l'état général de santé d'un pays joue face, je ne dis pas qu'on peut tout éviter, mais que ça peut quand même avoir une influence. Voilà. Tout à fait d'accord. En fait, cette crise sanitaire révèle toutes
toutes nos insuffisances et toutes nos fragilités, que ce soit en matière de structure, en matière d'approvisionnement de médicaments, en matière d'obésité, de maladies chroniques, de vieillissement mal organisé, d'absence de sport. Vous avez raison. En fait, c'est un révélateur. Il y a 30 ans, 50% des médicaments qui étaient consommés en France, 50% étaient fabriqués en France, la moitié. Aujourd'hui, 11% des médicaments que vous consommez en France seulement sont fabriqués en France, essentiellement d'ailleurs des génériques. Donc effectivement, on a une diminution majeure. Il y a beaucoup de questions, Eric, sur alors c'est la question piège. Hein. Que penses-tu des mesures de confinement? Enfin, je n'ose pas dire d'ailleurs de confinement. Que penses-tu des mesures, on va dire comme ça, qui ont été décidées par le gouvernement pour contrôler l'épidémie? Puis après, je passerai la parole à Eliane. C'est très difficile de répondre à cette question. J'ai pas envie d'être polémique. On sait très bien que de toute façon, l'option zéro Covid a été abandonnée. Et comme je disais tout à l'heure, bon, c'est une réalité européenne, c'est même une réalité de tout le monde occidental. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous séparer du monde oriental, hein, qui va prendre le leadership mondial. Hein. Enfin, je pense. Alors, je pense qu'on a fait avec nos moyens, avec le non-dit du fait que on laisse circuler le virus et puis que l'immunité naturelle va finir par contrôler l'épidémie. C'est pas forcément un pari qui va réussir tout de suite, hein, mais voilà, quoi. Le fait de laisser les écoles ouvertes, notamment, bon, voilà, on accepte que le virus continue de circuler dans les écoles. Ce qui est certain, c'est que c'est vrai que quand vous comparez il y a 4 jours et aujourd'hui, les grandes différences, c'est quoi? C'est des commerces fermés. Et là, en tant que maire, je ne vous cache pas que je suis un peu perturbé parce que je ne pense pas que chez le fromager où il y avait 2 personnes, ça change vraiment beaucoup les choses. On aurait pu imaginer des jauges, faire confiance à l'échelon décentralisé pour prendre des mesures. Je crois qu'il y a une vraie question aussi d'organisation des pouvoirs publics en France qui ne date pas de... C'est un truc vieux comme il y a 30 ans. Les lois de fer de décentralisation, c'est 1983. Puis après, il y a eu des lois Raffarin en 2002, et puis depuis, on n'a plus décentralisé. Je pense qu'il y a le premier sujet. Et puis, sinon, pour le reste, ils ont repoussé le couvre-feu à 19h. Bon, je crois que ça, pour le coup, c'est plutôt bien, parce qu'à 18h, tout le monde était sur la route. Mais pour le reste, les mesures ne sont pas très importantes. Donc, je ne suis pas certain, je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, que dans 4 semaines, on aura un effet macro. Tu vois. Pour avoir un effet macro, il faudrait massivement vacciner la population. Et c'est vrai qu'avec les déboires de l'AstraZeneca, l'affaire est mal partie. Donc moi, ce que je crains, si vous voulez, et là je prends une casquette qui n'est pas que médecin, qui est politique ou citoyen, ce que je crains, c'est la question de la crise de l'acceptabilité des mesures. Si dans 4 semaines, on vous explique que finalement ça n'a pas marché et qu'il faut, je ne sais pas, faire plus dur, ou, etc., il y a une question politique au sens grec du terme qui se pose d'organisation de la cité. L'acceptabilité des mesures, ça c'est un sujet. Je passe peut-être la parole à Eliane. Il y a plein de questions là. Mais on en a encore pour 10 minutes. Oui, donc posez vos questions. Bonsoir. Oui, bonsoir professeur Combes, bonsoir monsieur Juvin. Alors moi je voulais revenir sur le variant anglais. Au début de la pandémie, on ne parlait que du R0. Maintenant, on dit que le variant anglais est très transmissible, mais on n'entend plus du tout parler de son R0. Alors, avez-vous une explication à ce sujet? Et deuxième sujet, alors monsieur Combes, j'aimerais que dans votre livre, vous citez que depuis l'an 2000, enfin depuis les années 2000, hein, depuis le début du siècle, on fait face déjà à la 4e épidémie, pandémie. Donc, vous avez cité le MERS, le SARS, H1N1, Covid-19, et vous êtes très pessimiste sur les futures maladies émergentes. Alors, pouvez-vous développer un petit peu tout ça? Et pour mettre un petit peu d'humour dans le débat ce soir, j'aimerais que vous reveniez sur la loi de Brandolini que vous avez exposée dans votre livre, qui m'a fait beaucoup rire, ainsi que le principe de Peter. Merci Eliane, on ne vous entend plus très bien, mais je pense que Eric a compris vos questions. Eric.
plusieurs questions. Il y a plusieurs questions. Hein. Donc, le R0, les maladies émergentes. Alors, variant anglais, R0. Alors, les R0, en fait, ça varie au cours du temps. Le R0, actuellement, par exemple, il est un tout petit peu supérieur à 1, il est à 1,5 à peu près. Ce qu'il faut plutôt considérer, c'est que le variant anglais, il est 50, on va dire 60% plus contagieux. Voilà. Et qu'en plus, malheureusement, il se confirme qu'il est un peu plus grave. Donc, il accélère l'épidémie. Voilà ce qu'on peut dire. Sur les épidémies de coronavirus, bah oui, effectivement, enfin de coronavirus ou autre grippe, il y en a eu 4 depuis le début du XXe siècle, du début du XXIe siècle, pardon. Bon, bah, on n'en a pas tenu compte, et notamment 2 à coronavirus quand même, donc ça aurait dû nous servir de… Finalement, sur les 4 épidémies importantes qu'il y a eu depuis le début du siècle, ou disons, pas pandémie toute, mais enfin, bah, il y a eu 3 coronavirus, quoi. Donc effectivement, on aurait pu s'attendre à ça, et il y en aura d'autres, parce que l'émergence fait partie de la vie, et ça sera comme ça jusqu'à voilà, jusqu'à extinction planétaire. Donc voilà, il faut habituer, on vit avec des êtres vivants. Alors quant à Brandolini et Peters, moi c'est vraiment merci d'avoir fait allusion à ça, c'est très sympathique, ça veut dire que vous avez lu le livre. Bon, le principe de Brandolini, ça s'appliquait un peu à démonter les discours de Didier Raoult, bon, qui a dit des choses vraies, mais qui a dit aussi des bêtises. Bon, même si on en a tous dit, lui, il en a quand même dit des assez grosses. Et puis, le principe de Peters, bon, ben, c'est un Canadien, c'est la science de la hiérarchologie. Je vous renvoie à Internet si vous voulez en savoir plus, mais c'est très intéressant. Merci. Sur le futur, puisque vous posez la question des risques, madame, il y a un travail qui a été, enfin, un article qui a été publié dans une très grande revue scientifique qui s'appelle Science, et qui a été publié, je crois, 2 mois avant l'épidémie, en octobre 2019. Et l'étude portait, enfin, c'était une sorte d'éditorial plus exactement, qui mettait en garde la communauté scientifique et les pouvoirs publics en disant, au fond, nous sommes exposés à cause en particulier de la déforestation à voir des mammifères qui sont peu au contact de l'homme habituellement, parce qu'on déforeste, à être plus souvent que ça au contact de l'homme. Et donc, ces mammifères étant porteurs de virus, eh bien, ces virus pourraient passer chez nous. Et donc, le chiffre qu'il donne est absolument effrayant. On parle probablement de l'ordre de 800 000 à 1 million de virus inconnus aujourd'hui, en tout cas pas étudiés, qui pourraient potentiellement franchir une barrière d'espèces et nous mettre en difficulté. Et les scientifiques se posent la question de l'élaboration d'un atlas de ces virus. Alors c'est très contesté pour différentes raisons dans lesquelles nous n'allons pas entrer, mais qui montre bien que cette question est aussi une question environnementale et évidemment se pose à nous modifions l'écosystème, et il y a un moment où l'écosystème aussi en tire des conséquences à notre détriment. Je prends des questions. Il y en a plein, mais écoute, il y a des centaines de questions, en fait, c'est bien simple. Je vais pouvoir faire peut-être cette les envoyer, puis comme ça tu vas toutes répondre, etc. Je n'ai pas confiance du tout en AstraZeneca, je ne me ferai pas vacciner, etc. D'autres disent nous sortons des vaccins en moins d'1 an, on peut espérer que du coup ça marche. Qu'est-ce que tu penses de il y a beaucoup de questions sur l'AstraZeneca. Ouais, j'imagine, mais je pense qu'il est un peu, enfin, c'est un peu prématuré de parler de l'AstraZeneca. En tout cas, moi, ça m'embête d'en parler. Je n'ai même pas encore lu le communiqué de la Haute Autorité de Santé et leur argumentation. Donc, j'ai vraiment trop peur de parler dans le vide. Après, il faut savoir que, comme pour toute intervention thérapeutique, que ce soit un médicament, un vaccin, eh ben, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, c'est une balance bénéfice-risque à évaluer à l'échelon individuel. Et c'est sûr que le risque de Covid grave, ce n'est pas le même chez une jeune femme de 30 ans que chez un patient obèse de 60 ans. C'est clairement différent. Voilà. Alors, moi j'ai lu le communiqué de l'Institut allemand
qui a tiré la sonnette d'alarme et qui donne les chiffres suivants pour que vous compreniez un peu la problématique. C'est qu'ils ont décrit, suite à la vaccination par AstraZeneca, des pathologies qui sont en gros de deux types, ce qu'on appelle des coagulations du sang, on appelle ça des coagulations intravasculaires disséminées, c'est-à-dire des gens qui font des thromboses un peu disséminées dans le corps, et une deuxième type de pathologie qui est en réalité assez liée, qui sont des thromboses de vaisseaux qui sont dans le cerveau. On appelle ça des thromboses cérébrales, qui peuvent donner des céphalées, des paralysies, des morts, et il y a quelques morts. Donc, ça a été signalé chez des gens qui ont été vaccinés, plutôt chez des femmes, plutôt chez des moins de 50 ans, et plutôt entre 4 et 14 jours après l'injection. Quand quelque chose comme ça arrive, on regarde d'abord si dans la population qui n'a pas eu le vaccin, on a la même fréquence des événements, parce que ça peut être le hasard. Et quand on prend toute la population, donc je crois que c'est 25 événements survenus sur une population de 20 millions de gens vaccinés dans l'Union européenne et en Grande-Bretagne. Et quand vous regardez ces 25 événements sur 20 millions, eh bien vous apercevez que si vous prenez 20 millions de gens qui n'ont pas été vaccinés, vous avez la même fréquence. Là où il y a une petite difficulté, c'est pour ça qu'il y a des recommandations maintenant qui semblent arriver sur la nécessité de vacciner chez des gens à partir d'un certain âge, c'est que si on compare, si on prend les 20 millions de gens vaccinés, mais on ne prend que les gens de moins de 50 ans, c'est-à-dire là où sont survenues les complications, et que vous comparez une population de moins de 50 ans non vaccinée, là, pour le coup, on a l'impression qu'il y a un surrisque. Bref, que la population plutôt jeune, de femmes plutôt jeunes, fait plus de complications. Ça, c'est la première observation. Mais il y a deux réponses à ça, parce que quand on voit ça, on a envie de dire on ne vaccine plus. Premièrement, il y a des tas de médicaments qui donnent des thromboses cérébrales, par exemple la pilule estroprogestative, la pilule qui permet de ne pas tomber enceinte, eh bien, est une source classique de ces thromboses cérébrales. Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est si on n'avait pas vacciné ces 20 millions de gens, combien seraient morts du Covid ? Parce qu'ils n'étaient pas protégés. Donc, on a eu quelques décès, je crois qu'il y a eu 5 décès, j'ai un petit doute, 5 décès sur ces 25 cas, donc c'est une maladie très grave, mais si on avait, après avoir vacciné ces 20 millions, mais si on n'avait pas vacciné les 20 millions, ils ne seraient pas morts de ça, mais sur les 20 millions, il y a probablement des gens qui seraient morts du Covid. Et donc, c'est comme toujours en médecine, on ne regarde pas simplement un risque, on regarde la balance entre bénéfice et le risque. Et prenez un exemple de maladie que vous connaissez bien, c'est l'infarctus du myocarde. Vous savez, l'infarctus du myocarde, il y a une très grande révolution, il y a une trentaine d'années, c'est qu'on a commencé à reperméabiliser les artères coronaires du cœur avec des techniques, en particulier en injectant des médicaments qui fluidifient le sang dans les artères coronaires. Et ça a permis de diminuer la mortalité de l'infarctus du myocarde. Mais quelques-uns, recevant ce médicament, font des complications et parfois même meurent de ces complications. Mais on sait que la mortalité liée aux médicaments est beaucoup plus basse que celle liée à la maladie. Et donc, il vaut mieux traiter la maladie parce que, globalement, sur la population générale, il y a un avantage. Il faut que vous sachiez que quand Pasteur a inventé le vaccin contre la rage, il y a eu quelques décès. Et à l'époque, l'Académie de médecine a décidé de passer sous secret un de ces décès parce que l'Académie avait compris que si ce décès était rendu public, eh bien, c'était probablement un stop important à la vaccination. Donc, ils ont pris cette responsabilité morale extrêmement importante. Nous, on est dans une société où on dit les choses, et donc c'est plutôt bien. Et après, on les explique. Simplement, il faut les expliquer. Lily qui veut poser une question. Lily, vous avez la parole. Et on va prendre encore deux questions. Ça fait 1h15, 1h10 qu'on est ensemble. Lily, posez votre question. Et puis on en prendra une ou deux ensuite. Et puis on laissera Eric et on vous remerciera tous. Lily, voulez-vous poser votre question? Vous ne m'entendez pas? Eh bien, ce n'est pas grave. Si, j'entends. Allez, oui, donc c'est toujours sur AstraZeneca. Aujourd'hui, il est paru une étude norvégienne qui a établi clairement un lien entre vaccination et apparition de thrombose. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir ça, c'est paru dans la presse, dans toute la presse aujourd'hui. Donc, ça ne rassure vraiment pas du tout. Et
Et deuxième partie de ma question, ce vaccin AstraZeneca, il a d'abord été déconseillé aux plus de 65 ans. Maintenant, on dit qu'on peut se faire vacciner à partir de 55 ans. Donc, on a l'impression qu'on varie selon les événements, quand ça arrange. Je pense, enfin, je trouve que on est un petit peu fluctuant sur tout ça. Oui, je comprends. Je suis d'accord avec cette remarque. On est fluctuant en fonction des événements, comme vous dites, et en fonction des arrivages. Honnêtement, je pense que beaucoup du comportement, des erreurs de communication s'expliquent par cette difficulté à gérer sur le plan communication la pénurie. Voilà. Ça a été le cas avec les masques d'ailleurs, et ça a été le cas avec plein d'autres domaines. Merci. Et madame, en fait, je vous avais donné quelques éléments de réponse juste avant. Il y a des complications du vaccin, sauf qu'on s'aperçoit que, même probablement, les avantages globaux, en tout cas dans une population de plus de 50 ans, sont supérieurs aux désavantages. Vraiment, lisez le document qui est dans la boîte du comprimé de Doliprane et vous allez voir que c'est très dangereux, le Doliprane. C'est très dangereux. Et puis, soyez aussi consciente qu'on est face à des vaccins qu'on a dû mettre sur le marché très rapidement pour des raisons d'urgence sanitaire. Et c'est aussi une nouveauté. Et donc, ces vaccins, on continue à les surveiller. C'est ce qu'on appelle des études de phase 4 qui permettent de regarder aussi les effets secondaires au long terme. En revanche, quand vous prenez toutes les courbes, je vous dis quand même toutes les courbes, de tous les pays, il y a manifestement un effet vaccin évident sur la mortalité, un effet vaccin évident sur le taux d'hospitalisation. Et aujourd'hui, il y a moins de nouveaux cas en France chez les plus de 80 ans qui sont plutôt vaccinés que chez les jeunes de 20 ou 30 ans. Il y a moins de nouveaux cas chez les plus de 80 ans. Peut-être une dernière question qu'on prend, mais vraiment, je ne sais plus laquelle prendre ou ne pas prendre. C'est terrible, j'en prends une au hasard. Alors, un des experts qui compose le comité scientifique en Italie, c'est Lionetti qui le dit, a affirmé qu'il était inutile de vouloir tout miser sur la vaccination si on n'était pas capable d'être efficace sur les mesures barrières et de confinement. Et merci d'avance pour votre réponse. Donc, voilà une question qui va te permettre de faire une sorte de synthèse. Et nous allons arrêter là. Ça fait maintenant 1h15. Et merci infiniment, Eric, pour ta patience. Non, de rien, c'était un plaisir. Les questions étaient très intéressantes. Bah oui, la dernière question, d'ailleurs, qui est plus une remarque qu'une question. Oui, effectivement, la lutte contre les maladies infectieuses, c'est un ensemble de choses. Si on prend l'exemple du Covid, c'est le respect des gestes barrières, effectivement, mais c'est aussi ce dont on a parlé, la quarantaine qui est un objet de lutte, l'isolement dont il faut qu'il soit correct, le vaccin à titre préventif, les médicaments à titre curatif, on en a parlé aussi. Et bon, la science va quand même extrêmement vite et je suis assez confiant que, voilà, je vous ai dit 2 à 3 ans, je voulais dire par rapport au début de l'épidémie, hein, attention, pas par rapport à aujourd'hui. Bon, merci infiniment, Eric. Alors, merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux. Dans 15 jours, nous recevrons Pascal Chanvert, qui est le très grand spécialiste des EHPAD, en particulier les EHPAD publics, et qui nous expliquera la question des EHPAD, la prise en charge. Je pense qu'il y a un sujet absolument majeur sur Pascal Chanvert sur les EHPAD. Et puis le 15 avril, notre confrère, le docteur Jean-Paul Hamon, qu'on voit beaucoup à la télévision, qui est un très grand connaisseur de la médecine libérale, parce que notre système de santé, c'est évidemment l'hôpital, et c'est évidemment la médecine de ville. Et vous verrez, c'est un homme qui est, comment dirais-je, passionné. Merci infiniment, Eric, pour cette échange vraiment passionnante. Et puis, merci à vous tous. Et écoutez, soyez courageux et on va forcément y arriver. Les patients. Les patients. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci à tous.